bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. On se retrouve bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'émission. Pensez à vous abonner, on y parle politique, faits de société également, culture avec Cuisine. Cédric, bonjour, cuisine. Voilà, pourquoi pas. Tu vas Aménagement, conseil habillement, ben oui, ça va bien et Ça toi va bien, ça va. On va le rappeler d'ailleurs, comme d'habitude, on retrouvera tout à l'heure nos partenaires, Mina avec l'association Regard qui va nous présenter plein de jolies musiques. Pinkin aussi, Léo de Pinkin qui va vous Exactement. donner les bons conseils sortis. Exactement. Et on parlera Voilà. business aussi. On parlera entreprise, business, comment se lancer mm. dans l'océan business. Et en premier, on va parler politique. On va parler politique. Avec un sujet pas très drôle. Mais dont il est très important de parler, c'est capital. Parce qu'il y a des solutions. C'est juste après, je crois, le jingle. Nous allons parler des violences faites aux femmes et des solutions, justement, parce que l'année commence une fois de plus tristement. Nous sommes avec Sandrine Floureux, vice-présidente conseil départemental de la Haute-Garonne en charge du dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses. Et également avec nous, Émilie Provençal, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Bonjour. Bonjour. Et il y a eu, c'était le 28 novembre, à l'école de police nationale de Toulouse, une journée interprofessionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous revenir un petit peu sur cet événement? C'était la 4e édition. Oui. Effectivement, chaque année, depuis que l'Observatoire existe, l'Observatoire étant copiloté entre le conseil départemental et la préfecture, nous avons un temps fort que l'on souhaite autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui chaque année est célébrée le 25 novembre. Et pour notre 4e journée, donc le 28 novembre, nous avons été accueillis à l'École nationale de police où 250 professionnels étaient réunis. C'est une journée interprofessionnelle puisqu'elle mobilise les professionnels de différents champs, social, judiciaire, de la sécurité, du champ médical, que ce soit des services de l'État, collectivités, associations. Et ensemble, on partage des informations et des professionnels viennent témoigner de leurs pratiques et permettent effectivement, c'est un des axes de l'Observatoire, de nous amener à partager une culture commune, nous sensibiliser et au travers de cet axe-là, mieux accompagner les victimes lorsqu'on est professionnel et que l'on reçoit dans le cadre de son activité. Et nous y reviendrons justement sur l'accueil de la police par rapport aux victimes. Et alors avec le conseil départemental, donc, quel était ce but aussi pour vous, cette mission ? Le fait de participer et de copiloter un observatoire qui porte d'ailleurs très mal son nom parce qu'on ne fait pas qu'observer. L'idée, c'est d'avoir une culture commune et ça, c'est fondamental, que l'on soit travailleur social, que l'on soit gendarme, policier ou médecin. Et quand on est confronté à une femme victime de violence, comment on travaille en synergie. Moi, je me souviens de la première session d'ouverture de cet observatoire où un médecin venait justement le matin de constater qu'une femme était victime de violence et une fois qu'il la soigne, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qui se passe? Comment on est efficace? Comment on lui donne les bons conseils pour qu'elle ne revienne pas avec des bleus ou voire autre chose? Et vous avez, dans votre propos introductif, parlé des 3 féminicides. Donc, c'est voilà. Comment on fait pour tous ensemble travailler intelligemment, avoir des actions communes pour permettre à ces femmes qui sont victimes de violences d'être accompagnées vers une sortie positive. Et comment on fait? Et puis moi, ça a été pour moi une révélation. Comment on fait pour comprendre ce qui se passe quand on n'est soi-même pas une femme victime de violence? Parce que souvent, on entend des phrases, mais pourquoi elle s'en va pas? Pourquoi elle part pas? Pourquoi elle le quitte pas? Mais parce que les phénomènes d'emprise, et c'est la grande découverte en tout cas pour moi en tant qu'élue, les phénomènes d'emprise, ils sont extrêmement compliqués. Et permettre à une femme de comprendre la situation dans laquelle elle est et de s'en sortir, et nous, État, conseil départemental et partenaires, les aider dans ce processus de sortie, c'est pas si simple, mais ça fait 4 ans qu'on y travaille les uns avec les autres et qu'on commence à avoir les fruits de notre action commune. Justement, il y a peut-être une problématique qui est d'autant plus difficile sur un département comme la Haute-Garonne, c'est que la réalité dont vous parlez, arriver à quitter une emprise, arriver à fuir tout ça et tout, elle n'est pas la même quand on est sur un territoire urbain, comme Toulouse, que quand on se retrouve sur un territoire rural. Moi, je sais, pour venir de la Haute-Ariège, c'est voilà. C'est donc
Comment ça se passe? Est-ce que justement il y a des processus différents selon cette notion de ruralité et d'isolement et d'urbanisme? Parce que c'est vrai que dans l'absolu, quand on a la ville, qu'on a tendance à avoir des interactions sociales, à bosser, tout ça, au bout d'un moment, les collègues, le coup de je suis tombé dans l'escalier, ça marche une fois, mais ça marche pas 35. Donc voilà, comment... Alors, pardon, je dis deux choses, après je laisse Émilie poursuivre. Les phénomènes d'emprise, que l'on soit en zone rurale, en zone urbaine, que l'on soit femme ingénieure, femme en précarité, le phénomène d'emprise, malheureusement, il est le même pour toutes les femmes. Et c'est ce qui est dramatique. On peut être une femme avec beaucoup d'interactions sociales et professionnelles et être pour autant dans un phénomène d'emprise et dans un phénomène de violence et de maltraitance. Donc ce qui est intéressant, et aujourd'hui sur Arte par exemple, pendant 7 semaines, tous les lundis soirs, vous avez un film qui décrit les phénomènes d'emprise. Je trouve ça intéressant. Et après, vous posez une question qui est du ressort, et alors là, vous avez raison de la poser, des politiques d'État et les politiques des collectivités territoriales. Notre obligation, c'est de permettre aux femmes qui comprennent qu'elles sont dans un phénomène d'emprise d'en sortir. Et vous avez raison de dire que quand on est en zone rurale, les services publics de proximité, les associations ne sont pas toujours au fin fond du Comminges, comme on peut en trouver quand on habite Toulouse Intramuros ou dans Toulouse Métropole. Donc notre rôle à nous, c'est de travailler pour qu'il y ait des relais, quel que soit le territoire dans lequel on habite. Juste à le préciser, parce que quand vous dites violence, c'est vrai que tout le monde a tendance à penser à la violence physique, qui est un truc atroce, c'est clair, mais il y a aussi une violence psychologique qui, elle, j'ai envie de dire, est encore pire parce qu'invisible, quoi, parce qu'on ne la voit pas. Eh ben, j'en vous remercie d'en parler puisque c'était un des axes forts de notre 4e session interprofessionnelle, puisqu'on a un gendarme qui est venu nous présenter son mémoire où il a caractérisé les violences psychologiques. Il a travaillé parce qu'il était effectivement dans le constat de voir que des femmes peuvent venir, ont envie de porter plainte, mais elles n'ont pas forcément de bleu. Et pour autant, elles sont dans des processus de maltraitance, justement psychologiques. Et justement, quand on va au commissariat, beaucoup disent on est mal reçu, il y a cette chose-là qui reste quand même. Moi, je sais que quand on en parle souvent à la radio, on me dit, des femmes qui ont été victimes de violences me disent, hors antenne, on a été très mal reçus, ils sont pas formés pour ça, on ne peut pas porter de preuves. Voilà, justement, je vais réagir. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Le fameux, est-ce que vous l'auriez pas un peu allumé? Est-ce que vous l'auriez un petit peu allumé, cherché? C'est arrivé, et donc, moi, je sais que c'est souvent ce qu'on me dit. Donc, je vous pose la question. Cette réalité, effectivement, on ne peut pas la nier, mais il y a vraiment eu un gap très important au moment du Grenelle où la formation initiale, notamment des policiers et des gendarmes, a été renforcée. Et au travers justement de cette journée interprofessionnelle le 28 novembre dernier, l'équipe pédagogique est venue expliquer leur plan de formation où aujourd'hui on a 10% de la formation générale qui est consacrée à la thématique des violences faites aux femmes, comment on accueille la parole, comment on oriente aussi, comment on facilite, puisque aujourd'hui on sait il y a une très grande difficulté à déposer plainte, que l'on soit en zone urbaine ou rurale, et la Haute-Garonne finalement on n'est pas exempt de cette réalité-là, et donc c'est encouragé à aller déposer plainte, puisqu'aujourd'hui le pourcentage de victimes qui déposent plainte est en deçà de la réalité, même si la parole se libère. Et la formation, l'accueil, il y a dans les services de police désormais, en arrivant, on a un tableau d'accueil de confidentialité qui permet de ne pas avoir à exprimer la raison pour laquelle on vient déposer plainte et de pouvoir être directement orienté vers des policiers ou des policières formés et qui vont accueillir avec bienveillance la parole des victimes. Donc c'est vraiment cet engagement-là collectif. Il y a des référents au sein des services de police et aussi de services de gendarmerie, à l'échelle départementale, des services, des équipes. Et en cas de difficulté, il faut vraiment les faire remonter. Donc, si vous entendez, dans le cadre de vos interviews, de vos rencontres, il faut vraiment alerter au plus proche de la temporalité de la situation pour que la situation puisse être prise en charge au mieux et que le nécessaire puisse être fait. Donc, vraiment, on œuvre
à un meilleur accueil, que ce soit dans la sphère des services de police et de gendarmerie, mais aussi auprès de l'ensemble des professionnels, puisque l'enjeu, c'est vraiment la formation et le meilleur accueil des victimes pour qu'elles puissent être prises en charge et ensuite sortir du cycle des violences. Vous avez entièrement raison. Un des enjeux de l'Observatoire, c'est de confronter les cultures des gendarmes ou l'absence de culture sur cette question de l'égalité et de la prise en charge des femmes. On l'entend encore, mais on va l'entendre de moins en moins. Et on a des témoignages. Et je trouve que la 4e session, elle était exemplaire parce qu'on est passé d'une première session où il y avait énormément de femmes présentes, impliquées, à pas une mixité, mais pas loin, où on avait, avec le choix de l'École nationale de police, des hommes très présents et qui s'acculturent. Il faut le dire, on a beau être en 2025, il y a encore un besoin de culture partagée de ce qu'est les violences faites aux femmes, de ce qu'est tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, on a un gros travail sociétal, mais c'est un des enjeux majeurs de l'Observatoire. Et moi, je trouve que les graines qu'on a plantées il y a 4 ans avec la préfecture de la Haute-Garonne, on commence à voir des petites fleurs pousser. Alors, aujourd'hui, souvent, vos collègues journalistes nous disent « mais les chiffres, ils sont en augmentation ». Ben, c'est plutôt très bon signe. Ça veut dire que la parole se libère. Émilie Provençal signalait que, effectivement, peu de femmes portent plainte alors qu'elles sont victimes de choses extrêmement graves. Mais le fait qu'il y ait des chiffres en augmentation, paradoxalement, c'est plutôt le signe qu'elles commencent à s'ouvrir, qu'elles commencent à avoir confiance dans les institutions. Et ça, c'est un sacré défi, mais je crois que le chemin commence à être pris et c'est plutôt une bonne chose. Bon, du coup, j'ai inversé l'ordre de mes questions. Il y a des questions, quand on fait notre boulot, où on les pose, on sait de toute façon que quelle que soit la réponse, on va pas l'aimer. Donc, on va se lancer dans une comme ça. Justement, est-ce qu'il y a réellement une augmentation des violences faites aux femmes, ou est-ce que justement, avec la parole qui se libère, on fait juste enfin le constat que ça existe et que les chiffres, ils ont toujours été là? La réponse est dans votre question. Moi, je crois que la violence, malheureusement, elle est extrêmement prégnante dans notre société, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. Dans nos interactions aujourd'hui sociales, la violence, elle a toujours existé. Est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui? Je ne le crois pas. Ce qui est plus fort aujourd'hui, c'est la parole de ceux qui osent dire « j'ai été victime de violence ». Le procès de Gisèle Pelicot, je crois que c'est le plus bel exemple de courage d'une femme qui a vécu... Le monde entier, hein. Exactement. Qui a vécu des choses, qui se taisaient, dont on avait honte, et on a renversé la culpabilité, on a renversé le regard. Donc je crois que aujourd'hui, ce qui évolue, c'est que celles qui étaient victimes se sentaient coupables d'être victimes. Et aujourd'hui, on est victime et on dit on ne veut plus l'être. Et c'est ce qui change. Et justement, dans ce procès, ce qui est très malheureux, même si c'est une grande victoire quand même, c'est qu'ils ont tous été condamnés, au moins là c'est clair, c'est que beaucoup disent qu'ils ne comprennent pas. Les réactions des avocats, on en parle aussi. Les réactions des avocats, ça après c'est un métier. Après, tu peux être avocat et devenir un acteur. Tu peux faire du théâtre après avoir été ministre de la Justice. Je vois pas du tout à qui tu penses. Voilà, c'est comme ça. Ça, par contre, c'est un petit peu une défaite. Alors, est-ce qu'il y a des solutions justement que vous pouvez apporter pour que les hommes, sur le long terme aussi, prennent conscience de ça? Parce que beaucoup ne prennent pas conscience. Ceux qui ont conscience et qui veulent pas changer, c'est une autre histoire. Mais ceux qui se rendent pas compte, qui sont violents. Effectivement, ça c'est l'enjeu de la culture de l'égalité, de la lutte contre les stéréotypes. C'est un des 4 axes de cette politique publique en faveur de l'égalité. Et donc le premier axe, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes dont on parle et que l'on porte avec le conseil départemental au travers de cet observatoire. Le deuxième, c'est la santé des femmes. Le troisième, l'égalité professionnelle, l'égalité économique. Et le quatrième, c'est effectivement cet enjeu de culture commune et qui doit pouvoir intervenir dès le plus jeune âge et dans toutes les sphères de la société. Donc aujourd'hui, on a des acteurs qui sont financés par l'État, mais aussi par les collectivités pour agir au plus tôt. On a des initiatives qui se font dès les crèches, notamment, pour sensibiliser les professionnels dans leurs interactions
comment on interagit avec un petit garçon ou une petite fille. Donc, il y a une association à ce titre qui s'appelle Artemisia, que l'on a, nous, au niveau de l'État, soutenu dès le début sur cette action, sur comment, quand on est professionnel, on induit dans son éducation, dans sa pédagogie. C'est également à l'école, c'est également en entreprise. Et donc, effectivement, cet enjeu d'une meilleure égalité, de lutter contre le sexisme, forcément, quand on arrive au champ des violences jusqu'au féminicide, là, on est à l'échelle opposée de ce que l'on attend et de ce que l'on souhaite pour pouvoir vivre dans une société avec des rapports égalitaires. Donc là, c'est un gros travail qui est de fond et qui est continu au quotidien et dans toutes les sphères. Ce que vous relevez, c'est hyper important. Vous avez sur votre bureau des affiches. Nous, on a fait travailler le conseil départemental des jeunesses pour savoir comment ils s'appropriaient cette thématique à la fois de l'égalité et à la fois des violences, parce que beaucoup de jeunes sont victimes d'harcèlement. C'est aussi une forme de violence. Et les rapports entre les filles et les garçons, nous, on le voit depuis plusieurs années dans les collèges, se tendent. On pourrait penser qu'il y ait des évolutions positives sur la place des femmes dans la société, et c'est pas le cas. Et donc, ils ont travailler sur Ma violence a des conséquences, et eux, les jeunes, ils ont pris le parti de travailler sur les auteurs de violence. Comment on détecte un jeune et comment on lui ferait prendre conscience que le comportement qu'il a vis-à-vis des filles, eh bien, il n'est pas normal. Et donc, ça s'appelle Ma violence a des conséquences. Donc, je sais pas si on le voit à la caméra. Et donc, ils ont travaillé sur des affiches assez explicites pour expliquer aux jeunes auteurs de violence, eh bien, que il y a des comportements qui aujourd'hui en 2024, en 2025, ne sont pas normaux et ne sont pas acceptables. Donc c'est un véritable enjeu, et au collège, nous, à travers le parcours laïque et citoyen, on a des actions sur la question de l'égalité pour faire prendre conscience aux plus jeunes, dès le début, qu'il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Et sur cette prise de conscience, justement, je rebondis. Dans le cadre de l'Observatoire, nous avons également travaillé l'année dernière à l'élaboration d'une fiche, d'une carte à destination des agresseurs dans le champ des violences au sein du couple, qui permet de prévenir la violence. C'est-à-dire quand les services de police ou de gendarmerie se déplacent à la suite d'un appel 17, il y a malheureusement pas toujours des éléments qui caractérisent pour pouvoir effectivement permettre qu'il y ait une action directe des services de police. Donc, cette carte a été pensée par et pour les forces de sécurité, qui permet, lorsqu'il y a une intervention, de remettre un document. Donc, le voici, qui s'appelle donc Violence faite un autre choix, qui a volontairement été pensé avec des faits qui sont rencontrés au quotidien lorsqu'il y a une intervention d'une patrouille, et des faits volontairement banalisés par les agresseurs, et souvent malheureusement aussi parfois malheureusement aussi par les victimes, avec une colonne: quels sont les risques encourus, les sanctions, voire les peines d'emprisonnement. De quelle façon les faits peuvent être d'autant plus graves. Et ensuite, au verso, il y a les coordonnées vers les structures d'écoute et d'accueil. Et au niveau national, il y a dans chacun des régions 2 centres de prise en charge d'auteurs de violences. Et on en a un pour la région Occitanie-Ouest, qui est le CPCA Occitanie-Ouest, avec les coordonnées pour inviter les auteurs à prendre contact et avoir une prise en charge adaptée. Donc voilà l'enjeu effectivement de cette prise de conscience. On avait beaucoup d'outils à destination des victimes, et on y avait travaillé aussi au travers d'une carte à destination des victimes dans le cadre de notre observatoire. Là, on a eu envie vraiment d'avoir une action ciblée à destination des auteurs et des agresseurs. Et là, on est sur le lancement, et cet outil a été présenté justement le 28 novembre dernier. Justement, si on prend la chose d'un point de vue citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'aperçoit qu'à côté, il y a de la violence? Bon, il y a le vieux cliché de la personne qui augmente le son de la télé pour pas entendre. Et là, moi, j'aurais tendance à dire, vu un certain passif familial, un passif amical que j'aurais tendance à avoir envie, ce qui n'est pas une solution, à ce que la cloison nasale de la personne rencontre mon os frontal. Mais bon, je suis pas sûr que, même s'il faut se servir de sa tête dans sa vie, c'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme vous le dites, il y a ce phénomène d'emprise. Moi, j'ai vu des cas où justement, on appelle la police débarque, attrape le mec, le met en garde à vue pendant 48 heures. Après, il ressort, il revient et ça recommence. Donc, concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, au-delà de l'appel 17, si effectivement les faits nécessitent une intervention des services de secours et de police, vous avez aussi la possibilité, en tant que citoyen, que l'on soit voisin, collègue, un membre de la famille, c'est inviter la victime à appeler le 3919, qui est un numéro d'écoute, d'information et d'orientation, pour avoir un premier niveau d'échange. Le 3919 est désormais ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'engage pas à ensuite une démarche. Donc ça peut permettre d'avancer doucement. Sur la Haute-Garonne, on a une dizaine d'associations spécialisées dans la prise en charge. Donc, c'est encore une autre étape, peut-être, de passer d'un appel à passer la porte pour aller rencontrer des associations ou les travailleurs sociaux du conseil départemental, notamment. Et vous avez également, peut-être pour les jeunes, c'est aussi un outil qui peut être plus facile d'accès. On a un chat qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le portail arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est accessible, et au bout, ce sont des policiers, des gendarmes spécifiquement formés, et avec qui on peut effectivement communiquer, échanger. Il n'y a pas d'engagement ensuite d'aller pousser la porte pour déposer plainte. Voilà, donc il y a différents canaux pour pouvoir communiquer, mais surtout en tant que citoyen, c'est surtout pas se fermer les oreilles et passer à autre chose. C'est dire à son voisin, à sa voisine en l'occurrence, que vous êtes présent, vous pouvez faire le relais, qu'il existe des numéros, il existe des professionnels, et on a de plus en plus de référents et référentes par institution, par structure, formés et en capacité d'intervenir. Oui, on a formé 570 personnes depuis l'existence de l'Observatoire. Alors bien sûr, ce sont souvent des professionnels, mais qui irriguent. Et donc, quand vous allez dans une maison des solidarités du conseil départemental, effectivement, il y a des référents qui peuvent prendre le relais, parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens de prendre en charge. Ce sont des problématiques qui impliquent un logement d'urgence, des questions de santé, de la garde d'enfants. Mais voilà, déjà, fermez pas, effectivement, comme dit Émilie, vos yeux et vos oreilles, et le simple fait d'être aussi, vous montrez à la victime que vous êtes à l'écoute, c'est extraordinaire. C'est déjà un très grand pas pour la victime. Alors justement, il y a ce rapprochement préfecture-conseil départemental. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux pratiques qui se font dans d'autres coins? J'ai un exemple tout simple qui me vient. Je vais faire de la pub pour un copain à moi, Arnaud Diaz, le maire de l'Hospitalet près d'Andorre, qui en fait s'est retrouvé dans une situation où il voyait qu'il y avait plus de commerce, il y avait l'école qui fermait et tout. Il y avait les bâtiments de la douane, de la période où il y avait encore la frontière et le pass, et d'EDF à l'époque où l'usine n'était pas automatique. Il a racheté avec la mairie, il a monté une superbe initiative qui s'appelle la Maison des Cimes, où justement il reçoit des femmes victimes de violences, des familles victimes de violences, ce qui a un double avantage, celui de la solidarité, celui que grâce à ça, il a réussi à redynamiser sa commune, à laisser son école ouverte, parce que justement ça ramène des gamins. Est-ce que vous vous intéressez un peu à ce qui se passe sur les départements voisins, est-ce qu'il y a des échanges? Oui, non seulement on s'en intéresse, mais on s'en inspire. Après, en Haute-Garonne, vous avez un projet extraordinaire qui s'appelle la Maison des Femmes, qui est porté par le centre hospitalier universitaire de Purpan, qui va être un lieu unique dédié, un lieu inconditionnel dédié à toutes les femmes victimes de violences. Le conseil départemental prend largement sa part, puisque on finance une part non négligeable financièrement, mais surtout parce que c'est dans le même ordre d'idées. Alors c'est un peu différent parce que là, la maison dont vous nous parlez, elle est dans un lieu qui va cumuler de la vie et de l'initiative communale. Bon, forcément, en Haute-Garonne, on n'est pas dans le même désert de commerce, de services de proximité, mais on aura un lieu dédié. Si vous allez vers Saint-Béat et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la fête. C'est vrai. Alors on va dire Toulouse. On va dire à Toulouse, mais vous avez raison. D'ailleurs, le conseil départemental a longtemps financé ce type d'initiative. Bref, je ferme la parenthèse. Mais la Maison des Femmes, c'est un lieu comme ça, inconditionnel, où vous allez retrouver des médecins, il va y avoir un accueil et une prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Donc ça relève un peu de ce que vous dites, mais effectivement, moi en tant qu'élue, je suis ouverte à toutes les formes d'initiatives à partir du moment où on avance tous ensemble dans l'intérêt général. Et c'est pas un mot vu. Le conseil départemental a créé à partir de mars 2021 le centre départemental d'accueil mère-enfant qui permet la mise à l'abri en urgence des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. C'est 27 logements.
Oui, ça fait très longtemps que ça existe, ce centre. Vous avez raison. On l'a agrandi. Voilà, ça date. Mais ça fait quelques de décennies. Et il y a aussi, parce qu'on est pris par le temps, les bons taxis également. Là aussi, c'est pour transporter de manière confidentielle, efficace, et sécurisée. Voilà, et sécurisée. Parce que beaucoup veulent fuir la maison, mais ne peuvent pas fuir la maison. C'est ça qui est important. Oui, elles n'ont pas forcément. On leur a parfois volé leur carte bancaire, les papiers, carte bancaire, clé de la voiture, j'imagine. Voilà. Donc le bon taxi, ça sert à ça. On en a financé sur Toulouse. L'État le fait, la préfecture avec une initiative dans le Comminges. Enfin, je crois que oui, on trouve des solutions sur les questions d'hébergement d'urgence, d'hébergement tout court, de prise en charge, de déplacement, et on travaille sur une idée aussi de garde mobile des enfants, parce que quand on se déplace, il faut aussi protéger les enfants qui, par voie de conséquence, sont aussi victimes de maltraitance. Donc sur les bons taxis, il y avait effectivement une expérience qui a existé précédemment dans le Comminges, puisque comme vous l'évoquiez, il y a vraiment là un sujet d'accès aux services et de mobilité qui se posait différemment par rapport à la métropole, notamment toulousaine, mais ce dispositif était finalement limité à la zone du Comminges, et dans le cadre de l'Observatoire, on a souhaité répondre à l'ensemble du département en mettant en place ce dispositif Bon Taxi qui aujourd'hui a 1 an et demi, qui est cofinancé donc par les copilotes, l'État et le CD. C'est le CIDF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui en gère le dispositif en partenariat avec des prescripteurs qui ont été définis, accompagnés pour pouvoir actionner au mieux ce dispositif et aider aux sorties des violences et à une meilleure prise en charge dans le parcours de la victime et des victimes. C'est vrai qu'une dernière question. Je vais me faire gronder par la régie parce qu'on dépasse un peu, mais il y a une question qui me paraît capitale. Justement, on parle du suivi psychologique au niveau des femmes. Vous en avez parlé, les enfants. Quand on est un gamin, qu'on voit sa mère se faire fracasser par son père, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a tout un suivi psychologique là-dessus fait au niveau des enfants pour les aider à comprendre et les aider aussi? Je vais pas chercher d'excuses aux gens qui tapent, mais des fois, les gens qui tapent, il y a une raison derrière, il y a un problème, il y a une maladie, va y avoir une grosse dépression, va y avoir tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de mettre aussi un équilibre pour faire comprendre aussi à l'enfant que il y a des moments où je dis pas c'est bien, je suis pas en train de légitimer. Et vous avez raison. Savoir la raison. C'est arriver à dire non, ton père, c'est pas une sourasse qui mériterait de mourir, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Nous, on le fait avec les psychologues des maisons des solidarités, et on a besoin. Et vous soulevez une question très importante. Et pardon, je fais une parenthèse à côté. On a besoin aussi de travailler avec la justice, parce que on a besoin d'avoir des cadres, des règles respectées et des sanctions. Et quand on a fait notre 3e session ensemble avec le procureur, moi il me semble que la justice aujourd'hui c'est un vrai sujet d'amélioration sur le plan législatif, d'application des peines, notamment sur les auteurs. Voilà, on a un vrai sujet pour que les enfants comprennent quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un comportement, mais il faut qu'on ait des sanctions, me semble-t-il, extrêmement claires et appliquées pour que les enfants ne se sentent pas aussi victimes collatérales. Malheureusement, la justice comme la psychiatrie en France, c'est compliqué. Quand on dit il faut que la justice s'implique... On a un vrai réseau, je rebondis tout de même sur les acteurs justice. On a 2 tribunaux en Haute-Garonne, le tribunal de Toulouse et de Saint-Gaudens, et on a vraiment des engagements vraiment humains et réels de la part des plus hautes autorités. Il y a des magistrats référents. Et donc ça facilite quand il y a des difficultés. On peut se parler directement, même les professionnels peuvent accéder directement, décrocher leur téléphone, ou soit par une adresse dédiée pour alerter lorsqu'il y a des difficultés, parce que on continue à œuvrer, on continue encore à répondre effectivement aux besoins. On arrive à notre 4e année d'existence. Je trouve que le chemin est long. On a encore du pain sur la planche, mais on est convaincu et mobilisé. Je ne vais pas démentir. Par contre, si vous êtes une femme victime de violence et que vous cherchez un logement, évitez d'appeler au ministère. Voilà, ça c'est fait. En tout cas, ça te... Moi, c'est ce que j'en pense. Moi, la justice, ça a fait son... merci en tout cas d'avoir été avec nous, Sandrine Flores. Merci à vous. Émilie Provençal, tous les liens, bien évidemment, seront en description pour que les gens, le numéro également, 3919, si vous êtes victime et si vous connaissez des victimes. Voilà. Et si jamais, pour ceux qui commencent à être en couple, pour les plus jeunes, si vous voyez qu'il y a la moindre violence, la moindre petite étincelle, fuyez, parce que ça ne pourra jamais s'améliorer. L'amour est fait de preuves d'amour et pas d'autre chose.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe Merci à la suite de votre dans Toulouse. Merci. Et dans Toulouse et vous, on parle sortie, Avec évidemment. notre partenaire, le Papa Pinquin. Le Papa Pinquin. Le Papa Le Pinquin, Papa le Papa Pinquin. Pinquin, le Papa Pinquin. Exactement. Nous avons toujours 8 ans. Voilà. Évidemment, pour l'année 2025, ça va pas changer. Hein. Pinkin, bien évidemment. Léo, ça va? Ça va et vous? Ben écoute, Nouvelle ça année. va, nouvelle Oui. année. On digère. Des Ouais, résolutions aussi peut-être? Oh non, Non, pas On plus peut faire. en rapport avec les sorties par exemple. Résolution, 16/9e, 4K. 25 images secondes. Ben, 60. justement, Alex Non, dit on 25. digère. Pour digérer, c'est bien de se bouger quand même plutôt que rester dans le canapé. Alors, où Wow. c'est qu'on peut Il aller est fort, hein. digérer Il rebondit Wow. sur tout. C'est un truc de fou. Ah, c'est un tueur. Un truc de fou. C'est mon côté trampoline. Exactement. Du coup, les gars, je vais vous parler des sorties à venir sur les 2 prochaines semaines. Donc, on va parler de 3 sorties pour ces 2 prochaines semaines. Et bien sûr, il y en a plein d'autres sur l'application Pinkin que vous invite à télécharger. On va commencer avec le Nine Club ce vendredi 24 janvier avec DJ Benz qui sera présent. Donc, DJ Benz, Il ne colle jamais. C'est son numéro. t'as le numéro de DJ Ouais. Benz. Attends, oui, je l'ai. Excuse-nous. Je vais donner les 2 premiers. Moi, chiffres. j'ai sa Mercedes. C'est la Mercedes-Benz. Ouais, ces 2 premiers, c'est 06. Ah, putain. Mais je crois que je l'ai aussi, en fait, son numéro. Non, mais c'est pas une vanne, hein. Ça, je cache le numéro, mais Ah oui. je sais pas si c'est écrit comme ça. Si. Oui, donc, C'est pardon, bien co- c'est je, bien comme je ça que c'est cassais écrit. le rythme, mais c'est parce qu'il fallait que je me la pète un peu. Oh, le rythme, t'appelles ça comme ça. Et donc, du coup, tu écris de temps en temps, tu vas souhaiter la bonne année au moins? Ah, il m'a bloqué. Non. Ah bah si, mais tout le temps j'appelais, tout le temps, trop. C'est la nuit, je fais, j'ai besoin de musique, s'il te plaît, réponds. Tu veux le Écoute, voir ça pour- fait 7 fois là, Si cette tu veux le semaine. voir pour être faire débloquer, Léo a la solution. Exactement. Exactement. En tu vrai, peux- il m'a pas bloqué. Mais c'est pour le sketch. Non, mais ouais, C'est pas. c'était très drôle. Donc, t'as bien fait de, Ouais. de simuler la situation. C'est pas Et ouf. donc, comme ça, on peut rebondir sur le fait que tu peux aller Quand même aller le voir. et peut-être qu'il te débloquera en fonction On de espère. comment tu vas te présenter. Si tu te mets devant lui avec des grands signes, avec le téléphone, coucou, je C'est suis moi. là, qui passe sur le téléphone. Regarde, tu m'as bloqué. Et donc, du coup, ça se passera ce vendredi 24 au Nine, qui est l'une des plus grosses boîtes de nuit, la plus grosse boîte de nuit du complexe Sexquière. Donc, la soirée aura lieu de 23h à 6h du matin. DJ Benz, on le présente plus. C'est un gros artiste qui s'est produit dans quasiment, je vais pas dire tous les clubs, mais dans beaucoup de gros clubs à l'international. Beaucoup de festivals aussi. Il a surtout une identité urbaine. Mais en vrai, même si t'es pas un passionné de l'urbain rap, il est vraiment un peu open format aussi et tu peux vraiment passer de très bonnes soirées, même Très si t'es sympa. pas C'est un une pile, puriste. donc, sur Instagram et tout, c'est incroyable. Tu Ouais, vois, il est très tu sais, fort. il atterrit comme ça, là, il se filme et il explique des trucs et tout. Il est vraiment bien, ce gars. Donc, on peut y aller en tant que fan ou alors aller découvrir. On va aller découvrir. Alors, oui, sans aucun problème. Moi-même, tu vois, ça me plaît ce qu'il fait, alors que je suis pas à la base, c'est plutôt Annie Cordy. Et là, en vrai, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Et après le Nine, il me semble qu'il y a un autre truc à côté. Il y a un autre truc à Là, côté qui s'appelle l'Arena. L'Arena, t'es bon, t'es très bon. L'Arena, par contre, C'est lui qui a plus, qui a un autre club du complexe Sexquière, mais qui lui a plus une identité du coup Artec, Tech, Rêve. Et là, pour l'occasion, ils vont réouvrir ce samedi 25 janvier après Ça 30 risque jours de d'être travaux. le feu. Tout à fait. Donc là, pour l'occasion, ils ont appelé ça la Rave Opening. C'est une soirée qui aura lieu de 23h à 5h30 avec 7 gros DJ, dont 2 têtes d'affiche, Basswell et Scone, 2 DJ au style art techno. Si tu veux aller à la Rave Openange, faut aller noter la date sur Penkin. Moi, demain, je monte un festival. Je pensais pendant que tu parlais, je l'appellerai J'irai au bout de mes rêves. C'est vrai. La raison s'achève. C'est la chanson. Ça sera un bon nom, non? Allez, je rebondis, on continue. Ouais, Du coup, d'ailleurs, pour cet événement-là, et pour celui du Nine aussi, vous avez accès à la billetterie directement sur leurs réseaux sociaux et aussi via l'application Pinkin où on redirige vers les billetteries de D'ailleurs, chaque événement. vaut mieux réserver peut-être parce que, comme on le disait, l'Arena serait de réouverture, ça risque Ça risque d'être blindé. ça ouais. risque de se bousculer. Tout à fait. Et enfin, on va finir notre 3e événement avec le vendredi 31 janvier et avec des gros organisateurs de Toulouse qui font pas mal d'événements. Octopus. Les gars, Regarde. faites un effort. Regarde, c'est exactement ça. Qu'on embrasse. Les boss de Exact, l'événementiel Mina. à Toulouse. Et qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs pour Culturez-vous. Exactement. Et donc, ils font la soirée Mamacita à Toulouse. Donc, c'est un collectif parisien qui font des soirées reggaeton et ils cartonnent dans la capitale. C'est énorme.
Et là, ils viennent pour leur première à Toulouse. Ça aura lieu au Rex, un établissement en plein centre dans plein centre-ville de Toulouse. Honoré Serre à Toulouse, à côté de la place Arnaud Bernard. Exact. L'avenue Honoré Serre, c'est quand vous partez d'Arnaud Bernard et que vous allez vers les minimes de Claude Nougaro. C'est pas le Grand Rex. Non. C'est pas le T-Rex. Non. C'est le Rex. On continue aussi? On continue. Allez. Et donc, du coup, pour cette occasion, vous serez en pleine immersion dans la culture latine et des gros mix avec leurs DJ résidents. Si vous voulez plus d'infos, vous allez directement sur le site de Regards et vous pouvez aussi directement prendre du coup les billets. Voilà, c'était nos 3 événements à venir de ces 2 prochaines semaines. Vous pouvez bien sûr retrouver plus d'événements sur Pinkin, et il faut télécharger Pinkin. Et en plus, c'est bien une soirée latine au Rex. Si je me souviens bien, Rex en latin, c'est roi. Sûrement. C'est bien trouvé quand même. Oui, exact. Et donc, rien au hasard, Pinkin, Regards. on peut le télécharger justement. Pinkin, les rois de la sortie. tout à fait. Sortie Doom Rexum. Voilà, je me lance dans un latin de cuisine qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes. Sur iOS et sur Android, tout à fait. Et dessus, tu as accès à tous les événements qui ont Tu peux lieu. filtrer par style. Tu Exactement. peux même réserver sur certains événements. Tu mettrais quoi comme style de musique? Moi, musette death metal. Ça peut marcher? Il faut que je regarde si on a des événements musettes à venir. C'est sûr, à foison. C'est évident. Super. Ça correspond totalement à 2025, Non, mais ce style totalement, de mais musique. totalement. Yvette Horner à l'Arena. Hein, franchement, ça Ouais. aurait pas de la gueule. Ouais. Hein? Et toi, tu mettrais quoi comme style de Annie musique? Cordy, toujours. Hein, je Toujours. ne bouge pas. Variété française? Annie Cordy, je ne bouge pas. Ok. On va faire un filtre spécial à Spécial Annie Annie Cordy Cordy. pour toi. Musique belge. Vous pouvez aussi voir les événements en fonction de votre localisation, les événements qu'il y a autour de vous. Enfin bref, on vous invite vraiment à découvrir l'application Pinkin. Et Elle on peut correspond Ah ouais, c'est génial. on peut les avoir combien de temps à l'avance? Allez, la question piège. Jusqu'à 1 mois à l'avance. On fait une grosse veille sur les réseaux sociaux et sur le site internet de tous les clubs, nos partenaires aussi qui nous envoient leurs programmes en exclusivité. Et donc dessus, vous avez beaucoup de choix d'événements dans plusieurs styles de musique. Et vu qu'on voit ta jolie casquette, il y a du merch Pinkin. On peut Oui. acheter des t-shirts, des casquettes et tout pour sortir et porter les couleurs de Pinkin. Et ben ça sera avec grand plaisir. Ouais. Mais on a pas mal de stock, ouais. Casquettes et t-shirts. Et ben voilà. C'est super. Merci beaucoup, Léo, d'avoir été Avec avec grand nous. plaisir, merci à vous. On te retrouve très vite. Pour d'autres idées sorties. Exactement. En Avec attendant, Pinkin. avec Pinkin. On passe à la suite. Et il est l'heure de parler business entreprise et nous avons avec nous Lolita Gwenvik, chargée de développement et relations entreprises sur la Haute-Garonne de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, avec plaisir. Rappelons ce qu'est la CPME. C'est un syndicat. Comment ça se présente ? Donc, c'est une organisation patronale qui a pour but de défendre et d'accompagner les dirigeants de TPE, PME, de tous les secteurs confondus, auprès des décideurs locaux et nationaux. Et pour le coup, à la CPME 31, on a décidé également de développer le côté réseau professionnel pour attirer plus de dirigeants. Alors, justement, on va faire un peu de pédagogie. TPE, PME, dans la tête des gens, ça parle pas forcément. Ça représente des entreprises de quelle taille? Alors aujourd'hui, à la CPME, vous pouvez avoir des structures indépendantes, donc des auto-entrepreneurs, et on peut avoir également des grands groupes qui auront plus de 200 collaborateurs, mais la moyenne de nos adhérents aujourd'hui va être entre des entreprises qui auront entre 5 et une vingtaine de collaborateurs. D'accord. Alors justement, pour ce genre d'entreprise, on doit aussi quelque part s'adapter à l'entreprise, parce que je suppose qu'on ne pilote pas une entreprise où on est charge d'âme, on va dire, on a 200, 300 salariés, que une auto-entreprise où on est seul. Ça va être des difficultés et des problématiques qui vont être totalement différentes. C'est pour ça que vous avez plusieurs organisations patronales qui ont pour but de défendre différentes typologies d'entreprises. Donc aujourd'hui, vous avez le MEDEF, l'UDP et la CPME du coup sur le territoire. Justement, c'est quoi les relations entre ces différentes organisations patronales? On le voit d'un point de vue syndicat ouvrier, des fois, même s'il y a plusieurs lignes, des fois il y a des rassemblements autour de la même thématique et des mêmes problématiques qui sont communes, où on se dit, la couleur politique, quelque part, on s'en fout, seul le but compte. Au niveau des organisations patronales, c'est pareil, ou vous vous tirez la bourre entre vous? Alors,
Je vais parler sur le territoire de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, les ententes sont très bonnes. On est ravis. Le but, que ce soit des différentes organisations, c'est de défendre nos dirigeants. Et si on n'est pas rassemblés aujourd'hui avec le contexte politique du moment, ça va être compliqué d'avancer. Donc non, on est plus à se serrer les mains et avancer. On sera forcément plus entendu si on est tous ensemble. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences en fonction des faits. Quand on lance son entreprise, même quand on est déjà installé, l'important c'est, on m'a toujours dit, c'est le réseau. C'est de pouvoir réseauter, justement. Bon, beaucoup ne connaissent pas ce terme, le réseautage. Là, pour le coup, pour les entrepreneurs, c'est très présent. Et pour vous aussi, j'imagine. Aujourd'hui, le réseautage, je pense que c'est une clé essentielle pour un dirigeant. Ça permet pour une création d'entreprise de se faire connaître, d'accroître sa visibilité, de faire connaître ses services, son entreprise, son expertise, de rencontrer des personnes et non d'être sur de la prospection uniquement par téléphone ou autre qui, je pense, aujourd'hui commence à s'essouffler et rien ne vaut une rencontre humaine. Le réseautage permet aussi d'accéder à de nombreuses expériences, du mentorat, des retours d'expérience qui ont pour but aussi de faire pérenniser sa structure, d'avancer plus vite, de s'enrichir des dirigeants qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont dans ce partage. Ça va être d'accéder à des formations parce qu'aujourd'hui, se lancer en tant que dirigeant, c'est très simple. C'est quelques manipulations. Mais le problème, c'est qu'on leur demande d'être bons sur divers domaines et là, on ne peut pas tout savoir. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse au niveau du réseautage? C'est le risque, allez, on va employer un terme un peu fort, mais on va dire de la consanguinité, de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler sur un petit cercle fermé, toujours les mêmes, parce que justement, les autres entrepreneurs et tout ça osent pas pousser la porte parce qu'ils se disent, bon ben voilà, je suis pas du club, j'aurai pas ma place, quoi. Mon point de vue, c'est non. C'est aujourd'hui... que ce soit dans un club à portée business, une organisation patronale ou autre, vous retrouvez différents secteurs d'activité. Alors effectivement, il y a des clubs où ça sera vraiment sur, par exemple, je pourrais vous dire sur la communication, RH ou autre. Nous, le but, c'est que ce soit le plus ouvert possible, que vous pouvez retrouver autant un dirigeant qui va être dans l'industrie, que dans l'aéronautique, que dans le service, de la profession libérale. Forcément, ça va être s'apporter des points de vue différents. Qu'on n'aurait pas forcément si on reste la tête dans le guidon. Et pour moi, je pense que c'est avancer, justement, de s'ouvrir à d'autres portes, que de rester finalement dans son isolement, qui peut nous mettre des freins également. Alors moi, j'ai un peu une question, un fil rouge en règle générale sur tout ça. Vous l'avez dit, c'est super facile de devenir dirigeant d'entreprise. À l'heure actuelle, voilà, vous voulez créer votre micro-entreprise, en 10 minutes, c'est fait. Bon, il y a un manque d'accompagnement quand même derrière tout ça. Et justement, est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre ? Parce que être entrepreneur, ça demande aussi, comme vous l'avez dit, c'est pas juste. On peut être un excellent cuisinier, mettons, et décider de monter un service de cuisine en auto-entreprise. C'est pas pour autant qu'on va savoir faire de la gestion. C'est pas pour autant qu'on va. Donc, est-ce que entreprendre, c'est vraiment quelque chose qui est offert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Pas facile cette question. Je dirais que tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas la vocation de tous. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une expertise où il est bon, et qui veut entreprendre, il peut réussir. Par contre, un bon entrepreneur, comme le dirait mon délégué général, monsieur Nicolas Poux, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas tout. Et c'est là, justement, où il va mettre des outils en place pour pouvoir avancer, se former et du coup réussir. Et c'est pour ça que vous avez de nombreuses institutions ou des réseaux qui ont des programmes d'accompagnement que je sollicite à suivre pour les dirigeants. Nous, on aura mis en place, par exemple, le programme d'accompagnement qui s'appelle les 10 commandements de l'entrepreneur pour des entreprises qui auront entre 6 mois de création et 3 ans et qui a pour but de pouvoir vivre une dizaine de thématiques qui ont pour but de pérenniser leur structure. C'est déjà une avancée et de pouvoir voir ses points faibles, mais également ses points forts. Nicolas Poux, qu'on salue d'ailleurs, qu'on avait eu au micro de Faut se le dire. Les 10 commandements, c'est comment ça se passe? Il y a un barbu qui descend avec une grosse plaque à marbre avec ce qu'il faut faire et ne pas faire au niveau entreprise ou... Mais j'ai cru que c'était toi sur le coup. Non, raté. Non, ça va être des experts qui sont tous dirigeants,
dans des thématiques qui vont être complètement différentes. On pourra aller à développer sa posture entrepreneuriale, on va pouvoir parler de financement, de juridique, d'aspects plutôt communication, commerciale. Et c'est d'échanger entre pairs, de pouvoir analyser plus en profondeur certaines thématiques et de pouvoir justement avoir déjà des clés en main. Et après, vous avez d'autres programmes qui sont plus intensive aussi. Vous avez des programmes d'accompagnement à la CCI ou dans des réseaux plutôt numériques ou autres. Et après, ça va peut-être aussi donner aux entreprises, aux dirigeants, l'envie de se former, parce qu'il faut rappeler aux dirigeants qui cotisent chaque année et qu'ils ont des droits à la formation, qui a pour but aussi qu'ils puissent améliorer leurs connaissances. Et justement, pour ce réseau, vous avez des méthodes, vous, déjà, peut-être à expliquer aux gens Ils vont sur Tinder. Vous rejoindre, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode, vraiment, vous leur indiquez peut-être comment faire ou alors ça peut être différent selon les gens? Je pense que c'est une expérience qui va se vivre différemment en fonction de chaque profil. Ça va dépendre aussi de ses appétences. Certains vont chercher vraiment des clubs business qui veulent un retour sur investissement rapidement. Nous, aujourd'hui, on est une organisation patronale. Donc, notre but, c'est d'accompagner les dirigeants, de défendre leurs intérêts, de pouvoir les préparer aussi sur différents aspects, des aspects juridiques, la législation et autres. Donc, ça, après, ça se vit différemment. Et puis, vous avez tellement d'événements aléatoires, c'est à chacun de voir s'il va être plus à l'aise sur du petit comité, du plus gros, si on préfère des choses, des événements sous-thématiques, des événements plutôt conviviaux. Ça, après, c'est propre à chacun. Mais à partir du moment où on intègre un réseau, une organisation patronale ou autre, il faut s'investir. Et s'investir, c'est donc participer. Parce que forcément, il ne pourra pas avoir de découlé en restant chez soi. Tout à l'heure, dans la partie Politisez-vous, on parlait des violences faites aux femmes et plus généralement de la place de la femme dans la société. Être une femme entrepreneuse, c'est facile ou pas ? Non. Est-ce que ça sera facile un jour? C'est la question, on l'espère. Il faut être positif. Déjà, il y a plus de croissance pour les femmes dirigeantes. Alors, si vous avez les chiffres de l'INSEE, il y a aujourd'hui 40% des femmes qui sont sous un statut auto-entrepreneur, 25% gérantes de SARL, 17% je crois qui sont présidentes de SAS. Par contre, il y a encore des difficultés pour ces femmes, et c'est là où c'est important justement de casser ces préjugés et de pouvoir peut-être intégrer des cercles dédiés aux femmes entrepreneurs pour justement mais faire plus de visibilité, parce qu'aujourd'hui les femmes dirigeantes ont un manque de visibilité par rapport à la place des hommes dans les entreprises. Ça va être aussi faire une avancée par rapport au financement. C'est un fait, mais aujourd'hui, les femmes rencontrent des difficultés pour avoir des financements pour créer leurs entreprises, ce qui, je pense, n'est pas normal. Non. Justement, par rapport à ce qu'on disait, est-ce que vous, à titre personnel, en tant que femme, ou même au sein de la CPME, vous auriez des exemples concrets, justement, d'injustice en la matière ? Les injustices, c'est au quotidien. On a les soucis de financement, de visibilité, de stéréotypes de genre. Aujourd'hui, une femme peut avoir des refus de financement. Dans les entreprises... surtout avec des secteurs assez précis, comme par exemple l'industrie, le bâtiment ou autre, mais on ne les retrouve pas forcément. Les postes à direction ne leur sont pas forcément ouverts. Donc c'est des choses qu'on rencontre au quotidien. La parentalité aussi est un sujet, de pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle. Et c'est pour ça qu'il y a 6 ans, la CPME 31, par le biais de Sophie Ebora et de d'autres dirigeantes, ont monté un programme qui s'appelle Mixer, qui est là justement pour parler de la parité homme-femme en société. Et je vous invite le 30 janvier prochain à vous connecter sur notre chaîne YouTube, où on va vous faire vivre une matinée 100% numérique, où vous pouvez avoir accès gratuitement à des interviews, des débats, des retours d'expérience sur divers sujets, comme oser entreprendre au féminin, la parentalité,
des expériences du quotidien qui ont pour but d'encourager la relève et de dire aux femmes, vous aussi, vous pouvez le faire et peut-être même mieux. On a parlé des problématiques de genre. Est-ce qu'il y a des problématiques aussi de génération ? Je veux dire, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on débarque avec la volonté d'entreprendre, est-ce qu'il n'y a pas par moment un phénomène d'entrepreneurs qui ont un âge un peu plus avancé, qui ont donc une expérience un peu plus avancée à dire, bon, t'es mignon, mouche ton nez, repars à l'école et puis reviens quand tu seras grand, quoi. C'est vrai que c'est plus complexe, je dirais, pour avoir une crédibilité face à des personnes qui vont être beaucoup plus âgées, qui auront une expérience plus significative. Mais aujourd'hui, d'être jeune, c'est apporter de l'innovation, de la fraîcheur, des nouveaux concepts. Il faut aussi pouvoir se mettre à jour. Et je pense que c'est une force, mais c'est vrai que, comme chaque dirigeant à tout âge, il faut être accompagné et être entouré. Justement, l'entourage, c'est important aussi. Il y a Tony Jazz, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un entrepreneur bordelais qui a notamment composé de musique de Barack Obama pour ses campagnes et qui travaille avec une femme entrepreneuse de Montréal. Et il dit souvent que il a autant envie que ses amis réussissent que lui, parce que sinon avec qui il partira en vacances. Est-ce que l'entourage est très important ou alors c'est le petit truc en plus, c'est presque accessoire? Est-ce qu'il compte vraiment l'entourage quand on se lance dans l'entrepreneuriat? C'est essentiel. Pour moi, comme on se disait, se lancer, c'est assez simple, c'est rapide. Mais si on veut pérenniser sa structure, les efforts que la personne va mettre, il faut s'entourer, que ce soit de professionnels, donc d'un bon expert comptable, par exemple, d'un avocat. Ça peut être de s'entourer d'un syndicat patronal pour justement tout l'aspect juridique. Ça peut être s'entourer dans un réseau pour sortir de l'isolement, d'être accompagné. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Et je pense que si on reste seul, c'est complexe. Il faut pouvoir s'investir. Comme on aime le dire à la CPME, seul on est entendu, mais à plusieurs on avance. Alors justement, concrètement, imaginons moi demain, je suis auto-entrepreneur. Ça tombe bien d'ailleurs, je le suis. Mais voilà, je veux rejoindre la CPME. Comment ça se passe concrètement ? Je suis toujours adepte d'une rencontre autour d'un bon café, qu'on puisse se rencontrer, échanger, déjà présenter plus en détail ce qu'on fait aujourd'hui pour les entreprises, découvrir votre projet, savoir vos attentes, si ça correspond à ce qu'on propose. Et après, c'est une démarche qui est très simple de notre côté. La seule condition, c'est de disposer d'un SIRET, parce qu'aujourd'hui, toute entreprise qui veut être accompagnée et défendue doit l'être, et donc on ne peut refuser personne. D'accord. Par contre, il vaut mieux vous rencontrer à 8h du mat qu'à 11h30, parce que si vous enchaînez les rendez-vous avec un café à chaque fois, vers 11h30, il n'y a plus la zénitude, c'est ça? Si, je passe au thé, à l'eau. Et puis par contre, à 19h, c'est le vin, donc c'est plus compliqué. Dans l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, c'est important. On voit beaucoup... moi, je pense toujours au cauchemar en cuisine avec Cédric. On est très adepte des réactions de cauchemar en cuisine. Et souvent, ce qui pêche, c'est la communication. En réalité, de l'entreprise. Donc là, pareil, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour aider les entrepreneurs qui se lancent, ou même ceux qui sont lancés depuis très longtemps et qui n'ont pas suivi ce chemin-là? Alors moi, je dirais que la communication, elle est essentielle. Moi-même, j'utilise les réseaux pour pouvoir communiquer sur notre organisation, de vous rencontrer, vous découvrir. Après, il faut savoir cibler quel réseau correspond à sa structure. Pour moi, si on est sur du B2C, peut-être vaut mieux viser, par exemple, on peut les citer ? Alors, on va préciser le B2C, ce que c'est le B2C. Business to Consumer, c'est-à-dire que si vous travaillez directement avec, avec des particuliers. À ne pas confondre avec le B2B, qui est le business to business. T'as vu, je parle le patron. Oui, je sais, c'est pour ça. Qui est justement du travail d'entreprise à entreprise. C'est ça. Donc, le B2C, moi, je conseillerais plus d'aller sur Instagram, Facebook. Pour du B2B, LinkedIn me paraît essentiel. Après, forcément, il faut peaufiner aussi en fonction des services proposés. Mais il faut être visible. Après, certaines personnes n'ont aucune appétence pour le sujet. C'est pour ça que vous avez des community managers, des sociétés qui sont dans la communication, qui sont là justement pour le gérer pour vous. Mais être visible, que ce soit
physiquement en intégrant des réseaux ou autres, mais il faut être aussi numérique pour se faire connaître et peut-être aller un peu plus loin que les frontières. Nous, on peut proposer des sensibilisations, par exemple, de 2 heures sur ces sujets-là. Vous avez forcément des focus aussi dans certains programmes d'accompagnement. Et puis après, je pense que ça va être aussi de se tourner vers des professionnels si on peut rencontrer des difficultés sur ces leviers. Mais oui, il faut communiquer. Mais il faut passer par des professionnels, j'aurais tendance à dire, alors là, désolé, c'est peut-être le community manager, moi, qui parle, mais c'est vrai que l'erreur que font les gens, comme vous l'avez dit, il faut bien cibler ces réseaux, parce que si vous voulez être partout, quelque part, vous êtes nulle part, et faut pas oublier un truc, alors désolé, je vais être un peu martial dans ma comparaison, mais en fait, si on compare ça, entre guillemets, à une guerre ou à un FPS, il y a plein de gens qui ont tendance à croire que le community management, faut y aller à la Kalachnikov, c'est-à-dire on passe en automatique, on tire dans le tas, non. Le community management, c'est du snipe. C'est on vise sa cible et chaque balle doit toucher. C'est voilà. Désolé, ce n'est peut-être pas très heureux comme comparaison, mais je trouve que c'est assez éclairant, quoi. Non, mais effectivement, il faut avoir une cohérence, une identité aussi. Et puis si c'est pour poster, au bout d'un moment, ça a pas d'intérêt, ça a pas de sens. Et du coup, ça en découle aussi peut-être à des choses qui sont pas forcément positives. D'ailleurs, petit tuyau magique, je vous file le truc gratos. Il y a plein de gens, une question qui revient souvent, c'est à quelle heure il faut poster. Alors en fait, l'heure idéale pour poster, c'est un concept qu'on a inventé nous, les community managers. Comme ça, vous allez tous poster au même moment. Et nous, le reste du temps, on a les réseaux pour nous tout seuls. Voilà, c'était le petit tip de Business et vous. Lolita Goenvig, quel est votre parcours à vous? Mon parcours professionnel. Mais écoutez, il est très simple pour le coup. Obtention d'un baccalauréat, un déménagement qui a fait que j'ai quitté ma ville natale en Bretagne pour venir dans le sud. Un parcours qui a été qui devait être éphémère dans la restauration et qui finalement a été plus long que prévu. Une petite reconversion dans l'automobile et depuis bientôt maintenant 4 ans à la CPME où je pense avoir trouvé ma place qui est plutôt dans le développement, le côté commercial, parce que pour moi c'est essentiel d'être au contact des personnes et j'ai pu découvrir que le côté paperasse n'était pas fait pour moi. c'est un grand écart quand même de la restauration à l'automobile, mais c'est aussi un truc qui est très réel et très actuel. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à rentrer dans une entreprise, à faire le pot de départ, enfin le pot d'arrivée, le pot de départ à la retraite avec les mêmes collègues. Là, on s'aperçoit de plus en plus que les gens, en fait, ils n'ont pas un métier, ils en ont minimum, je crois que c'est 2-3 par personne, voire même un peu plus sur chaque vie. Aujourd'hui, la formation, c'est un sujet qui touche tout le monde. Je dirais qu'après le Covid, encore plus, énormément de reconversion, de chercher sa voie, de se trouver. Je pense aussi que le recrutement, a évolué, a changé. Aujourd'hui, trouver un profil qui va rester plus d'une vingtaine d'années dans une structure, je pense que c'est plus d'actualité. Il en reste, mais ils sont rares. Donc, il faut avancer avec son temps. Sur certains secteurs d'activité, d'un point de vue personnel, peut-être être moins gourmand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande des qualifications pour des postes où je pense qu'en interne, une simple formation de 2-3 jours, peut-être plus, suffit largement. Et regarder peut-être un peu plus la motivation de la personne en face. Et ça peut découler à de belles choses. Et personnellement, je pense que dans toutes les structures que j'ai pu intégrer, sur ce fait-là, j'en suis la preuve. Mais par contre, aujourd'hui, un chirurgien, on va pas lui demander d'avoir un simple baccalauréat, et heureusement. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant quand on prend justement sur les recrutements, très souvent les fiches de poste. Alors, ils demandent un truc, la personne est censée pouvoir occuper 6 postes à la fois. De préférence, ils veulent quelqu'un de 20-22 ans, parce qu'à cet âge-là, les vieilles teignes comme moi, 48 balais, ça marche pas, on ne refait pas. Mais à 20 ans, 22 ans, on est malléable. Et 5 ans d'expérience. Donc, en fait, il faut avoir obtenu son BTS à peu près en grande section de maternelle. Sinon, ça marche pas, on n'a pas le... Donc, est-ce que justement, là-dessus, il n'y aurait pas des choses à revoir et à repenser, à rééduquer, j'ai envie de dire, les patrons. Et il y a ce côté-là. Et de plus en plus, il y a des secteurs, on parlait tout à l'heure des secteurs de la com, de plus en plus, ils prennent des alternances ou des stagiaires. Alors, prendre des jeunes en alternance, c'est très bien, mais quand vous les formez, gardez-les. C'est pas, on en prend un, hop, c'est bon, là, il commence à coûter cher, allez hop, on le vire, on en prend un autre, quoi.
Après, il y a des difficultés qui sont quand même un peu plus complexes, où je serais peut-être pas la meilleure pour en parler, mais il faut pas oublier que nos dirigeants ont des charges qui sont énormes sur les salaires de leurs salariés, et ce seront les premiers à vous dire qui préféreront donner ce qu'ils donnent à l'État à leurs salariés que où vont l'argent. Il y a ce fait-là, et je pense que baisser les charges déjà pourrait améliorer la condition de travail de beaucoup. L'emploi, le recrutement irait beaucoup mieux. Après, il y a des secteurs qui souffrent, il y a des secteurs qui recrutent, le bâtiment, l'industrie et autres, et qui ne trouvent pas de main d'œuvre. Donc là, c'est peut-être aussi à revoir sur l'orientation, de pouvoir faire connaître des métiers. Moi, maintenant, si j'avais su, j'aurais pris peut-être un autre virage et j'aurais fait totalement différemment. Mais c'est des sujets où je pense qu'on en est tous conscients. Sauf qu'on attend que ça avance, et c'est pour ça que c'est important de se réunir, de faire entendre la voix de chacun, et de pouvoir, espérons, faire avancer les choses plus rapidement. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de la pédagogie à faire là-dessus? Parce que vous le dites, il y a des secteurs qui sont en souffrance. On entend très souvent dans la bouche des gens, ouais, mais les gens, ils veulent pas travailler. Regardez, dans la restauration, ça cherche. Vous avez bossé en restauration, vous allez en témoigner, je pense. C'est pas parce qu'on sait faire la cuisine et la vaisselle à la maison et qu'on est capable d'amener à manger à des gens quand ils viennent manger chez vous, qu'on est formé pour faire de la restauration. C'est des métiers. Parce que moi, quand on me dit, faut partir de la restauration, il y a ouais, mais c'est un métier. Je trouve que c'est mépriser les gens qui travaillent dans la restauration que dire, allez-y, c'est à portée du premier idiot venu, quoi. Moi qui ai fait de la restauration, je peux le dire, c'est complexe. C'est formateur sur beaucoup de sujets. Après, oui, la pédagogie est très importante. Et après, aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde. Si on parle de restauration, moi étant jeune, sortant d'un diplôme tout frais, c'était l'occasion parce qu'il demandait pas plus d'expérience que ça. Mais après, c'est un métier de passionné. Soit on y fait le début de sa carrière et après on prend un virage. Soit ce sont des personnes qui vont finir par monter leur restaurant, leur commerce, et des personnes qui iront loin. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme les espaces verts, plein de sujets comme ça, et c'est à apprendre aux plus jeunes. C'est pour ça aussi qu'il y a des avancées dans les écoles. On a des stages, un peu plus de stages qu'à mon époque, alors j'imagine pas la vôtre. Il y a des avancées qui restent quand même toutes douces, et c'est vrai qu'il y a des pas à faire. Mais c'est pour ça que vous avez aussi des organisations qui en parlent. Par exemple, vous avez les compagnons du devoir liés au bâtiment qui vont vous faire beaucoup de présence dans les écoles pour justement expliquer et casser aussi les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains métiers, et montrer que oui, c'est difficile, mais il y a de belles choses aussi. Des fois, on commence dans la restauration, on termine à animer Toulouse et vous, n'est-ce pas, monsieur Chiavassa? C'est des choses qui arrivent, en passant par la voiture de temps en temps. Lolita Gunvik, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, un chargé de développement et relations entreprises de la CPME Haute-Garonne. Et si la question, si on veut contacter la CPME, comment on fait? Vous avez un 3615, vous avez un caramel, comment on vous contacte? Eh ben, écoutez, on parlait de réseau tout à l'heure. Je suis présent sur LinkedIn. Vous me retrouverez facilement, Lolita Goenvik. Et après, si vous tapez CPME31 sur notre ami Google, vous aurez notre 05, et on est joignable pendant nos horaires d'ouverture, évidemment. Et ça marche aussi sur Yahoo et sur tous les autres moteurs de recherche. C'est vrai. C'est vrai. Merci d'avoir été avec nous, et puis on reviendrait dans Toulouse et vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On passe à la suite. Et dans Toulouse et vous le savez, on aime parler culture et on aime se culturer. On va retrouver Mina Fouroir avec nous de Regard. Bonjour. Notre petit rayon de soleil. Exactement, dans les temps brumeux. Ça va? Bien, très bien. Très bien, ça va bien. Tu n'es pas venue toute seule. Et non. Aujourd'hui, je suis venue avec Jack Mallette et Bonne Mort. J'ai dit avec l'accent toulousain maintenant, ça y est. Désolée. C'est un projet qui fusionne la musique électronique et la musique orchestrale. Sur scène, il nous propose un spectacle immersif, c'est-à-dire qu'il mélange les arts visuels et la technologie. On pourra les retrouver au Métronome le 1er février au festival Spirale, qui fera sa 2e édition.
On va commencer peut-être par parler un peu de vous. Votre collaboration, ça vient d'où? Vous bossez comment? Vous vous êtes rencontrés comment? Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc moi, de base, je suis producteur-compositeur de musique électronique, donc dans différents styles. Mais j'adore mélanger la musique électronique avec tout ce qui est musique moderne et même orchestrale. Et donc là, il fallait construire un live où j'avais envie de mettre en avant toutes les facettes de mon univers, des différents styles, dont le plus important qui ressort le plus souvent, l'orchestral. Et donc, Bonne Mort fait du violoncelle. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à travailler ensemble pour développer un live en fait qui fusionne ces 2 univers avec du coup le violoncelle sur scène. Donc c'est mélange de musique électronique, d'énergie et le côté orchestral avec l'émotionnel et tout ça en résumé quoi. D'accord, donc c'est vraiment un choix passion. C'est pas tu t'es dit, tiens, c'est un produit, ça peut marcher, on va mélanger ça. Non, sinon j'aurais fait autre chose. Mais non, c'est Même vraiment si c'était ça, il a pas... par Oui. passion. Oui, il y en J'ai a marketé. je vais pas donner des noms, mais il y en a qui assument, qui te disent, ah ouais, non, moi je fais ça parce que c'est un business. Ça aurait pu. Mais non, là c'est avec le cœur. Il y a eu un single début janvier? C'est ça en fait, il y a un single qui arrive très prochainement. Je crois qu'il est déjà sorti. Il n'est pas sorti. Non, il arrive dans quelques semaines, en février. Il s'appelle Way Too Loud. Ok. Donc voilà, musique électronique. Ok. Et il y a un EP à venir dans l'année sur un label londonien. Alors Exactement. pourquoi t'as été chercher un label à Londres? Il n'y avait pas de label en France qui voulait de toi? Comment ça s'est passé? C'est plus facile à Londres qu'en France peut-être? Non, en fait ça s'est fait assez naturellement. C'est un contact d'un éditeur avec qui je travaille qui travaille avec ce label londonien en fait. Donc on a commencé à faire un morceau ensemble, on a commencé à faire quelques petites collaborations. Et ça s'est fait assez naturellement. On a décidé de sortir un projet ensemble qui arrive prochainement, assez rapidement dans l'année. Dans l'année. Sur le processus de composition, comment ça se passe? C'est d'abord la musique électronique qui se pose, c'est d'abord le côté violoncelle organique, c'est un peu les deux. Ça part en bœuf, ça peut buffer en électronique ou pas? Ça peut, avec toutes les machines qu'il y a maintenant, on peut tout faire. Donc il y a différents types de processus. Il y a pour la composition de base, pour les morceaux électroniques, il y a pas vraiment de règles. Soit je commence avec une idée, des accords au piano, ou de la guitare, ou juste un sample, et je vois vers quoi je vais sans trop réfléchir. Soit ce qu'on est en train de travailler pour le live avec Simon. Donc soit on compose à 2, et du coup on tient compte des spécificités de l'instrument violoncelle, soit on part d'un morceau que j'ai déjà et on essaie de le remanier pour voir comment on pourrait intégrer le violoncelle et le côté orchestral pour la scène. Donc il y a vraiment plein de manières de faire, il n'y en a pas une précise, c'est on essaie d'être créatif et voir ce qui vient quoi. Ton parcours à toi, Simon, au niveau du... Parce que le violoncelle, alors on s'aperçoit, il y a un côté très classique, mais il y a plein de gens justement qui veulent en sortir. Je songe notamment dans d'autres styles, Apocalyptica ou encore Toucher l'os. Toi, quelle a été ta démarche par rapport à tout ça? Bien sûr, Apocalyptica ou Tuccello, c'est des références, hein, ils font partie des premiers qui ont vraiment sorti le violoncelle du carcan classique ou musique traditionnelle. Et ça a toujours été des inspirations. Et alors moi, j'ai une formation classique, comme on pourrait l'appeler. C'est souvent dit de manière prétentieuse, mais c'est vrai. Conservatoire, tout ça. Oui, faculté aussi, école de musique. Enfin, pas mal de choses différentes. Mais ma passion musicale, moi, phonographique, ça a toujours été vraiment le rock tout d'abord, et ensuite plus tard vraiment la musique électronique. Et c'est pour ça que quand Jack m'a proposé cette collaboration, j'ai vu de suite un moyen en fait de travestir le violoncelle pour l'emmener dans des styles de musique où on l'entend pas toujours, avec la facilité notamment dans la musique de Jack où il y a cet aspect symphonique qui est mélangé à l'aspect électronique, donc le violoncelle peut s'y placer plus facilement quand même. Voilà. On va préciser pour les gens qui connaissent pas, Toucher l'os, ils sont en général assez connus. C'est 2 mecs qui vont s'amuser à taper dans tous les styles, aussi bien ils vont reprendre du Highway to Hell, de la CDC que du Michael Jackson. D'accord. Et Apocalyptica, c'est 4 ou 5 Finlandais, je sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont 4. Ils sont 3 dans la formation actuelle, mais ils ont commencé à 4. Ouais. Voilà, ils avaient commencé par un album où ils reprenaient du Metallica, ils reprennent que des groupes de métal au violoncelle, et franchement, ça tatane. Voilà. Ah ouais. Ça tatane. Voilà, Jason. Oui. Pardon.
T'as des plus c'est nul, plus je rigole. Le rire de Mina, ça nous avait manqué. Ah ouais, J'adore c'est ça. à chaque fois. Alors, on parle du côté un petit peu instrumental. Alors, plutôt toi, Jack, si tu étais chef d'orchestre, quel instrument détesterais-tu diriger et pourquoi? Le violoncelle. Et tu pourras répondre aussi d'ailleurs. Ça, je déteste le violoncelle, donc. Non, bah, c'est une. Est-ce qu'il y a un Ça instrument paraît qui est assez loin hyper pour moi. compliqué, Chef je sais d'orchestre, Simon, il en est plus proche que moi. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment d'instrument que je déteste, sachant que dans un orchestre, chaque instrument a son importance. Donc, difficile à dire. Je sais que quand je compose, la section que je maîtrise le moins, si j'ai le plus de mal, c'est avec les instruments à vent, à bois. Donc, je dirais ça, mais sinon, j'aime tout. Ceux qui font du triangle aussi sont très prétentieux. La flûte à bec. Et toi, Simon, du coup, plus dans la partie. Moi, j'aime bien tous les instruments et comme disait Jack, tous les instruments et toutes les sections d'instruments ont leur importance dans la musique symphonique. Mais je dirais ceux avec lesquels j'aurais le plus de mal, c'est les instruments donc qu'on appelle transpositeurs, c'est-à-dire qu'ils lisent pas exactement dans la même clé que les autres instruments. Donc en fait, quand un chef d'orchestre il a une partition, donc un conducteur avec plein de voix, il faut qu'il puisse, faire le calcul. Enfin, c'est très délicat et donc je préférerais diriger des instruments qui lisent dans ma clé, voilà, ou dans les clés que je maîtrise. Ce côté passe-partout de Fort Boyard, ça. La maîtrise de la clé. C'est ça. C'était trop technique, fallait qu'on. Ouais, non, mais C'est trop sérieux. Justement, tu disais, t'es sorti d'une formation très classique. Les gens avec qui tu as pu jouer, tes profs et tout ça et machin, ils voient ça de quel œil, le fait que tu te tournes vers d'autres musiques, vers de l'électro? Il y a plutôt une adhésion ou c'est genre non, la musique classique doit rester la musique classique? Alors moi, j'ai eu cette chance de vraiment faire mon cursus de violoncelle dans des moments où il y avait Tuccellos et Apocalyptica existaient déjà. Et même d'un point de vue technique, c'est des références parce que pour pouvoir amener le violoncelle dans des musiques qui ne s'y prêtent pas, faut un bagage technique qui est quand même important. Et donc mes professeurs ont toujours eu beaucoup d'admiration pour ces formations musicales. Et en conséquence, j'ai toujours été même encouragé à pouvoir faire ce genre de musique avec le violoncelle et de préciser ma singularité de cette manière en tout cas. Tu joues que du violoncelle comme ça nature ou ça t'a déjà pris l'envie d'aller coller un pédalier à effet dessus et d'aller coller, je sais pas moi, de la Satu, de la wah-wah? Alors j'ai deux projets. J'ai le projet avec Jack et un projet où je suis plus même dans la composition et dans la création du projet, qui est vraiment rock alternatif, métal. Et là en fait dans ce projet je suis violoncelliste électrique. Et donc je passe vraiment par toute une chaîne d'effets analogiques. Voilà. Ça s'appelle Carthage aussi, on est sur Toulouse. Voilà. Et on a une dernière question avant de passer au live. On va vous demander de créer un groupe de musique avec des musiciens imaginaires, des personnages morts, fictifs ou historiques. Vous mettrez qui tous les deux? Non, sans Jean-Marie Le Pen. Oh là là. Quoique, pourquoi pas. Au triangle. Voilà, on vous demande de composer un groupe comme ça, vous mettrez qui dedans? Un groupe de n'importe quel style. N'importe On doit faire quel l'équipe style, ensemble tous ou les chacun. deux, tous les deux, faites-nous un groupe comme ça avec des personnages que vous admirez ou des personnages Un groupe complètement pour deux farfelus. Un groupe pour deux, ouais. Kylian Ouais, ça va Mbappé. être, on va se battre là. C'est vrai qu'on va se plaindre. Ben, moi, j'aurais mis une influence que j'apprécie beaucoup pour le côté électronique, pour faire des trucs vraiment qui tuent. J'aurais mis Skrillex déjà. Mais c'est pas un instrumentiste, mais à la prod en tout cas. Non, mais peu importe. Ouais. Ça peut être même des gens qui font Ouais. pas de musique, hein, pourquoi pas. Moi, je pense que j'aurais mis Trent Reznor. C'est un. Nine Inch Nails. Voilà, c'est ça. C'est un musicien qui a commencé dans le métal industriel aux États-Unis, mais qui peut rejoindre Skrillex. Hein. Ils doivent se connaître, complètement, ouais. peut-être. Je sais pas. Donc un duo probablement. Ouais, un duo. Qui a produit Marilyn Manson aussi, Trent Reznor, à un moment donné. Ouais, mais je sais pas si je mettrais Marilyn Manson dans le projet. Enfin, c'est vrai que Skrillex, Trent Reznor et Marilyn Manson, c'est un projet qui devient assez clivant quand même. Hein. Mais Mais ça pourrait marcher. tu rajoutes Bertrand Cantat et on est bon. et là, ouais. Là. Ok, et une femme ou pas? Ah ouais. Ah ouais. Complètement. exactement. Non, alors c'était pas le ah ouais sur ce ton-là. Shakira. Non, mais dans le sens, il n'y a pas pensé, quoi. Merde. Non, moi j'ai pensé, j'ai beaucoup d'admiration pour Janis Joplin par exemple. Ah ouais. Donc
Ça pourrait le faire. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça pourrait le faire. On va la réanimer. Ouais, et puis l'avantage, c'est que vu le caractère de Janice, tu mets Manson dedans, il va pas rester clivant très longtemps, ou alors sinon elle va avoir une nouvelle paire de boucles d'oreilles avec ses génitoires assez vite, je pense. Tout le monde sera au port. Voilà. Ça peut être joli. Eh ben, on va vous laisser avec sur cette image de boucle d'oreille. Voilà. Non, mais j'aimerais bien, ça serait mignon. C'est rigolo. Quoi, t'aimerais bien des boucles d'oreilles comme ça? Ben écoute, là, pour ça rigoler, n'appelle. tu vois. Nos fans, envoyez vos boucles d'oreilles. Où va ce programme?
Bravo les gars. Oh, c'est bon. Hein. Bon, le mélange est parfait. Ça envoie. Comme dirait l'autre, ça tatane. Hein. Ça tatane, exactement. Bon, là, vous avez sûrement dû entendre plus le violoncelle qu'autre chose, mais vous pouvez vous projeter au moins. Ah non, mais ceux qui nous regardent en tout cas et qui nous écoutent ont tout entendu et très bien entendu. En plus, c'était très bien réalisé une fois de plus par iBox. Merci beaucoup. Peut-être des choses à rajouter, je ne sais pas. Déjà, où c'est qu'on peut vous retrouver pour les gens qui veulent écouter, que ça soit sur les plateformes, en live? Bien sûr, sur toutes les plateformes. Jack Mallette Musique, donc JACK-MA2LE2T Musique. Donc là, je relais toutes les informations par rapport au projet. Et après, il y a le compte de Bonne Mort. Bonne mort comme une bonne mort. Sur Instagram. Voilà. Exactement. Merci. Envie, la question, tu sais que celle-là, j'y tiens à chaque fois. Envie que de sortir du support numérique ou envie à un moment donné de sortir un support physique, un CD, un vinyle, un DVD, une cassette? Ah oui, là, pour le moment, je suis plus sur le côté numérique, mais franchement, pour le prochain projet, moi, je suis carrément partant pour faire du CD ou pourquoi pas du vinyle. À voir en fonction. C'est en réflexion, en tout cas. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Mina. Merci. Pour cette belle découverte. Toulouse et vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je veux pas, c'est fini. Pour aujourd'hui, mais ça reviendra très prochainement. On revient demain. Oui, on revient demain. Et après-demain? Et après-demain. Et le jour après? Ouais, pour ça, il faut que les gens ils s'abonnent sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment, sur YouTube déjà, et puis Instagram. Abonnez-vous, on tue des chatons. Non, ça marche pas, ça. Il faut pas. C'était pas McFly et Carlito. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Vas-y, tu deviens pas insultant comme ça, Noméo, l'autre.